a fondé, qui a fondé une boîte qui s'appelle Doz, c'est une plateforme d'outsourcing du marketing qui, par essence, par nature, est globale. Donc un gros contraste avec Souscritou. Allô? Oui. Super. Oui, donc bonsoir à tous. Ça va être très difficile d'être meilleur que monsieur sur le point de vue exécution parce que c'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Je vais essayer de parler de notre expérience de la Silicon Valley, parce que nous, on y allait. Alors, voir si c'était un caprice ou une nécessité, essayer de vous donner mon ressenti par rapport à ça et mes enseignements en tant que fondateur d'une start-up. Alors, pas en hyper-croissance, en croissance. La première chose, c'est ça commence souvent sur un caprice, finalement. En tout cas, nous, c'était ce cas-là. Avec mon associé, on est allé aux États-Unis après 1 an de vie. On n'avait pas de cash sur le compte et on y allait parce qu'on a vu un reportage sur Capital. Et ça, c'est une histoire vraie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour vous dire pourquoi c'était important d'aller là-bas? Donc, Doz, c'est une agence marketing complètement dématérialisée. Donc, ça vous permet, si vous avez une société, si vous travaillez dans un service marketing, c'est très désagréable de s'entendre en retour. Je le dis pour la prochaine fois. Ça va vous permettre d'aller sourcer des marketeurs et de créer des équipes de marketing dans le monde entier, dans 30 pays, et de les manager via notre plateforme. Voilà, c'est ce qu'on fait. À savoir que le monde du marketing, enfin le secteur du marketing, c'est 6 fois, sa taille est 6 fois supérieure aux États-Unis que dans toute l'Europe. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait aller aux États-Unis. Donc au-delà du caprice, on se disait quand même il y a quelque chose à faire là-bas. Et très vite, de par les rencontres, de par les échanges avec différentes personnes, différents organismes, on s'est rendu compte que c'était une nécessité d'y être, ou en tout cas d'y passer un petit peu de temps. Et la première chose qu'on a appris là-bas, c'est la vision. Donc la vision, et il y a cette phrase que j'aime bien, suivez la mission et pas l'argent. C'est la vision qui va définir tout le projet, où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Et une des choses qui a été très importante pour nous en arrivant là-bas, donc on a fait l'incubateur qui s'appelle 500 Startups, qui n'est pas aussi bien que Y Combinator. On va dire Y Combinator, c'est HEC et 500, c'est l'ESSEC. On va dire ça comme ça. Et ce qu'on apprend tout de suite, dès le premier jour, c'est à pitcher, mais surtout à assumer la vision de ce que vous voulez être. En France, on a toujours un petit peu la modestie de dire qu'on crée une start-up parce que c'est sympa, parce qu'on a une bonne idée. Là-bas, ils vous disent non, vous créez une start-up, c'est pour être leader, dans notre cas, du marketing. Donc dans 10 ans, on est plus gros que Publicis, en gros. Mais ça, ils vous le rendent dans la tête d'une façon à ce que vous allez y croire vraiment. Et c'est la clé de plein d'autres choses. Parce que la vision chapeaute complètement ce qui va suivre, c'est-à-dire le produit, donc qu'est-ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, etc. La satisfaction qui va découler du produit. La satisfaction elle-même va générer des revenus et les revenus vont générer de la croissance. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on vous enseigne la vision, en vous disant que si vous n'avez pas de vision, tout ce qui suit n'aura pas de cohérence et ne va aller nulle part. Et donc il faut assumer sa vision pour pouvoir avoir une direction très claire. Donc ça paraît assez classique comme théorie, mais finalement c'est très difficile quand on est une start-up, qu'on est 2 fondateurs, et on se dit dans 10 ans on sera plus gros que Publicis. Et pour arriver à faire 10% du chiffre d'affaires de Publicis, il faut déjà croire qu'on va faire au moins aussi bien que... c'est vraiment ce qui va nous diriger. La deuxième chose qui a été aussi très marquante dans cette expérience en Silicon Valley, donc moi j'y suis resté à peu près 2 ans à temps plein. Là, je suis revenu un petit peu justement à Lyon pour des raisons perso et pro. Mais ce qui m'a beaucoup marqué par l'incubateur qu'on a fait, ou aussi par
par la gestion d'une société là-bas, c'est l'exécution. Donc ils disent done is better than perfect, donc fait est mieux que parfait. Et donc je reviens sur ce que disait Philippe, c'est l'expression, ils disent ship, 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 donc on est chez la Poste, en plus ça tombe bien, envoyer, envoyer, envoyer. C'est-à-dire que peu importe l'état de votre produit, s'il y a des bugs, si ça ne marche pas, si c'est pas joli, etc., il faut aller se confronter à nos clients, aux gens qui, un jour, peut-être, vont payer pour votre service. Et donc, c'est en effet le modèle du Lean, donc qui dit construire, puis mesurer, puis apprendre, puis construire. Et on fait un cercle vertueux, finalement, avec cette approche. À chaque fois qu'on va rajouter une fonctionnalité, on va mesurer son impact et on va apprendre, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on l'enlève. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas du tout quand on est arrivé sur place, parce que je n'avais pas la chance d'avoir l'expérience de Philippe, justement. Et moi, j'étais avec un associé qui est toujours ingénieur et qui est dans la perfection, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche 10 fois sur 10. Alors moi, je suis un profil un peu commercial, et si ça marche une fois sur 2, je suis content. Mais voilà, quand on est associé avec un ingénieur, il faut tenir compte de ça. Et aux États-Unis, surtout dans la Silicon Valley, ils vous disent non, c'est pas grave. Vous avez un produit minimum, mettez-le sur le marché. En tout cas, allez voir des gens et puis vous aurez des retours. Donc ça, c'est l'exécution, un point très important. Ensuite, la notion du client d'abord. Donc en France, on dit le client est roi, mais dans la Silicon Valley et aux États-Unis en général, c'est vraiment cette expression, elle est portée à son paroxysme dans la mesure où vous pouvez vous faire rembourser. Et ça m'est arrivé quand je suis arrivé, j'avais pas un rond dans les poches, donc je me suis fait rembourser un matelas gonflable chez Ross, si tu connais. C'est un magasin où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. J'ai utilisé les matelas gonflables 27 jours et je l'ai rendu. Pour vous dire que le client est roi pendant 30 jours. Voilà. Et donc ça, on l'a appliqué dans notre produit. Depuis, j'ai acheté un vrai matelas, hein, juste pour vous rassurer, j'aurais mal au dos. Build it for them, c'est-à-dire construisez pour vos clients. Et nous, il y a une chose qu'on s'est fait imposer, parce que c'était un peu la ligne qu'on m'a demandé sur le sujet, c'est comment aussi la Silicon Valley nous a disruptés. C'est-à-dire qu'on a été obligé de recruter un Customer Success. On ne savait pas ce que c'était. C'est finalement quelqu'un qui est en charge du succès de nos clients. La deuxième chose, c'est le Customer's Product, c'est-à-dire que le produit appartient au client. Et au contraire, souvent on entend chez Apple notamment, ils vont vous dire les clients ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est à vous de leur donner ce qu'ils veulent. Ça marche si on est Apple. Si on est dose start-up de 2 personnes, on écoute ce que la personne qui a le chèque veut. Donc ça, c'est super important. Le dernier point, c'est le Net Promoter Score, qui était un score, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une méthodologie pour permettre de juger en fait si vos clients sont très contents, pas contents, et s'ils sont prêts à vous recommander à quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses qu'on a mis en place grâce à notre présence aux États-Unis, parce qu'on n'en avait aucune connaissance avant. Ensuite, le produit, on parle beaucoup, là je parlais beaucoup de produits, donc ça vaut si vous vendez un service. Une marque est une voix et un produit est un souvenir. Et pareil, on s'est fait imposer un modèle de gestion du produit avec 2 choses, le product management et le product marketing. Product manager, finalement, c'est un poste, c'est un rôle un peu dual entre les ingénieurs et les commerciaux. Donc, ils remontent des besoins clients et puis ils les adressent sous forme de cahier des charges à des développeurs. Donc ça, c'est un truc super important. Et finalement, c'est un métier qui devient aussi à la mode en Europe, qui n'existait pas. En tout cas, quand nous, on est allé aux États-Unis, on n'en avait pas forcément entendu parler. Et puis même les méthodes agiles, etc., qui sont appliquées à d'autres secteurs, à d'autres départements que les développeurs. Et le product marketing, c'est simplement la notion d'impliquer des process marketing au sein même du produit, comme un code de parrainage ou ce genre de choses. Et bien, toutes ces mécaniques, on les construit dans notre produit au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose pareil qu'on n'avait pas anticipé et qu'on s'est fait imposer en étant en Silicon Valley. Le funding, le 5e point, le point clé de notre présence aux États-Unis. On a compris très rapidement qu'il y avait beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc là, si on voit
58% des fonds dans le monde qui font de l'investissement en start-up sont basés en Silicon Valley. Donc ça, on s'en rend compte très vite, il y a de l'argent partout. Néanmoins, c'est le deuxième graphe, il faut savoir que 65%, donc c'est là où il y a la croix, 65% des investissements des VC chez les startups retournent zéro. Donc si un fonds vient vous voir et vous donne de l'argent, c'est la phrase que j'ai mis en haut, follow the money, c'est-à-dire prenez l'argent tant que vous pouvez l'avoir, parce qu'il y a un deal, ce qu'on appelle un deal flow, donc il y a un deal flow, je ne trouve pas la traduction, de start-up très important chez les VC. Donc quand ils vous sélectionnent et quand ils vous donnent de l'argent, il vaut mieux le prendre. Et par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est facile, c'est rapide d'avoir de l'argent. Par contre, après, j'ai bien aimé l'image de la vague, on peut se retrouver broyé par les fonds. Donc ça pourrait faire le sujet d'une autre intervention. Le dernier point, est un point vraiment auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est la culture d'entreprise et la culture des startups. Pour moi, avant d'y aller, c'était complètement 100% bullshit. Et justement, je me suis aperçu que c'était pas du tout bullshit. Une startup, c'est notre reflet. Donc, ce qu'on veut pas, c'est éviter cette image d'être une pomme pleine à l'extérieur et d'être une pomme toute croquée en réalité. Et pour ça, il y a une méthodologie aussi qu'on a essayé d'appliquer en interne. Alors, notre équipe en France, qu'on avait eu le temps de faire grossir, on est arrivé, on dit on va installer des valeurs, on va installer une culture, etc. Ils nous ont dit mais qu'est-ce que c'est? Tu te fous de notre gueule, c'est des trucs d'Américains, laisse-nous tranquilles. Et finalement, on a réussi à distiller certaines choses qui nous font nous en tant que personnes et qui surtout sont des choses qu'on veut revoir dans l'entreprise. C'est-à-dire, ça peut être des choses très simples comme le respect ou la prise en compte des demandes de clients. Ça peut être tout un tas de choses. Et pour ça, donc, il y a une petite méthodologie qui est aligner les objectifs, donc des choses très précises, très chiffrées, avec la mission de l'entreprise ou la mission personnelle qu'on a, et les valeurs. Donc là, les valeurs, encore une fois, très personnelles. Et ça fait un espèce de... on va réussir à aligner ces trois cercles. C'est assez compliqué et ça nous permet d'avoir la culture de la start-up et qui, au final, et notamment aux États-Unis, est une chose essentielle pour attirer, pour fidéliser et pour croître, notamment sur les sujets de recrutement à vitesse très rapide. Et simplement pour finir, donc déjà je vous remercie, mais pour finir, parce que le sujet c'était l'envolée des startups, donc nous on s'envole pas forcément sur les recrutements, le chiffre d'affaires progresse bien. Là où on s'est beaucoup envolé, c'est sur l'ambition. Je reviens sur le premier point, sur la vision, c'est-à-dire qu'on a construit une société en démarrant de Lyon qui était destinée à être une agence un peu innovante, un peu en ligne, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment l'ambition de devenir un leader sur notre marché. Et ça, on le doit à la Silicon Valley, à son esprit comme ça disruptif. Et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion d'y aller ou de créer une start-up là-bas. Ouais, je vous remercie.